Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Visionnaire. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'ai pas abordé souvent et pourtant qui est devenu tellement à la mode que je me suis dit que ce serait le fun de faire le contrepoids de tout ça. Alors, vous avez entendu parler beaucoup probablement dans les dernières années et plus récemment encore de façon plus intense de la masculinité toxique avec les Andrew Tates de ce monde et les influenceurs qui amènent beaucoup de jeunes hommes à suivre d'ailleurs leur conseil, entre guillemets. Et j'ai rencontré au Salon de l'Éveil, parce que je fais toujours des belles rencontres au Salon de l'Éveil, un thérapeute qui, lui, se spécialise justement dans la gestion de la colère, qui se spécialise aussi dans les relations de couple. C'est un thérapeute en relation d'aide et qui travaille avec des hommes qui veulent justement entrer en relation de façon plus saine. Alors, je le reçois aujourd'hui. Salut Normand Faubert, bienvenue à Visionnaire. Hey, salut France, puis un gros merci pour ton invitation. Je me sens bien privilégié d'être là puis de parler de ce sujet-là avec toi. Ben oui, en plus que ta blonde te regarde pendant qu'on lunch, puis on entend son lunch, hein, qu'elle avait écouté Christine Michaud la semaine dernière avec moi, alors on la salue, c'est Hélène, c'est Ouais, ça? c'est ça. On salue Hélène. Écoute, Normand, ton histoire m'a interloqué en fait quand tu m'as raconté un peu d'où ça venait parce que tu te spécialises à amener des hommes entre autres à apprendre à gérer leur colère. Et j'aimerais ça qu'on mette ça, qu'on parte ça juste un petit peu avant, puis après ça on parlera de ton histoire à toi, mais dis-moi ce que tu vois présentement dans cette espèce de melting pot d'influence qu'on retrouve sur le web et tous ces jeunes hommes qui sont attirés par des influenceurs qui les amènent dans une forme toxique d'expression du masculin. Euh, Comment tu vois ça, toi, présentement? Ben, comme je te dis d'entrée de jeu, merci de m'avoir permis d'en parler parce que j'avais pas pris parole tellement à part sur mon podcast puis j'avais peur de polariser, on dirait, parce que je voulais pas gérer les commentaires, mais ça a pris beaucoup de place dernièrement dans notre société. Puis il y a quelques semaines, en fait, j'ai décidé vraiment de prendre position ou d'en parler plus. Parce que je considère important de démontrer qu'il y a une masculinité positive dans notre société. Euh, Tellement. oui, tellement, puis on n'en parle pas, puis on en voit pas, on en voit peu. Puis je vois les jeunes hommes principalement évoluer en ce moment. Je vois une différence, moi, dans mon bureau avec mes clients, mes jeunes hommes ont une tendance beaucoup plus grande à être proches de leurs émotions. Ah, ben là, ça, c'est, j'adore entendre ça, mais effectivement, tu viens de dire exactement là ce que je voulais qu'on aborde comme sujet, c'est-à-dire que ce qui est à la mode, c'est de parler, entre autres, de masculinité toxique. J'ai vu le documentaire Alpha qui a été présenté à Radio-Canada. J'ai vu aussi l'entrevue qui a été faite à Tout le monde en parle là-dessus. Et moi, j'ai une fille qui vient de finir en politique, qui est entourée de jeunes femmes qui sont très politisées. Et je les vois devenir extrêmement féministes, plus que moi je l'étais à leur âge, en réaction à ça. Alors, est-ce que toi, tu vois ça aussi dans ta pratique? Ben, tout à fait. Puis j'ose dire que en ce moment, dans notre société, c'est la raison pour laquelle c'est une tendance sociétale. Moi, je pense que c'est par manque de modèles. Les réseaux sociaux donnent accès à tellement de contenu. Ces influenceurs-là ont pris un peu la place, le vide qui existait par rapport au modèle positif du masculin. Puis les jeunes, dans une difficulté de s'identifier, parce que, tu sais, les jeunes, quand on est adolescent, je le sais, je suis passé par là comme homme, comme adolescent, comme homme, je suis passé par là dans une recherche d'identité. Moi, ça a passé par des amis, tu sais, parce que mon père était absent, puis ça a passé par m'identifier à mes amis. C'était pas des amis nécessairement avaient une très bonne influence, mais quand même, ça a été ça mon modèle. Puis ça, puis mon frère, tu sais. Fait que je pense qu'en ce moment, le manque de modèles positifs, de masculin positif, puis les réseaux sociaux, puis les influenceurs qui ont pris cette place-là sur les réseaux sociaux, a amené les jeunes hommes justement à s'identifier à ces modèles d'hommes-là. À se chercher un modèle. OK, mais on va ramener ça encore à un autre niveau, là, parce que moi, je dis souvent que je trouve que les hommes de notre génération, donc ton âge, mon âge, dans la cinquantaine, soixantaine, puis peut-être même en dessous, là,
sont souvent en difficulté, en perte de repères. Puis moi, je l'explique, puis corrige-moi, là, mais je l'explique comme étant le fait que dans une génération, on a tout changé. En fait, nos pères à nous, nos grands-pères, puis remontent la chaîne pendant plusieurs générations, étaient tous des pourvoyeurs avec un modèle fixe, coulé dans le béton. Eux autres, ils partaient travailler, ils revenaient à la maison. La mère s'occupait des enfants à la maison, s'occupait du repas, recevait son petit mari. Moi, j'ai vu mon père s'asseoir au bout de la table, se faire servir par sa femme. Il était médecin, c'est lui qui rentrait l'argent, ma mère s'occupait du reste. Et tout d'un coup, bang, en une génération, on change tout. Nos chums ont été extraordinaires. Le père de mes enfants, les hommes autour de moi ont été extraordinaires. Ils ont pris, finalement, ils ont accepté le changement, puis ils ont pris leur part de responsabilité, puis ils sont venus vraiment équilibrer ça avec nous autres. Mais ça veut dire que ça a laissé des séquelles. Qu'est-ce que t'en penses? Clairement, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, puis je pense qu'on est encore dans cette fusion ou cette transition-là. Puis tu sais, je viens de cette époque-là, j'étais un modèle 66, fait que tu sais, moi, je viens d'un conditionnement masculin où exprimer des émotions, montrer ma vulnérabilité, c'était pas, il y en avait pas de place pour ça dans mon milieu familial. Fallait que je conserve l'image de l'homme fort, donc nécessairement que c'est relié à mon identité masculine. Puis moi, mes parents sont séparés, j'étais jeune, fait que j'ai été élevé par ma mère. Fait que, tu sais, il y a tout le côté j'appelle ça le yin, Oui. le côté féminin qui était plus développé de ma part, donc toute ma sensibilité, ma vulnérabilité, mais intrinsèquement, j'étais un homme hyper sensible, vulnérable, je portais ça, mais je l'ai castré pendant tellement d'années, puis mon père m'a castré là-dedans aussi, puis les hommes qui m'ont entouré. Fait que tu sais, là, à un moment donné, on grandit avec ça, puis là, dans la transition qu'on vit comme homme, ben, on essaie de prendre notre place au sein de la famille, prendre soin des enfants, ce qui était pas là avant. Donc, je suis passé du mode pourvoyeur 100% à un mode plus coopératif au niveau de la coparentalité. Mais là, c'est comme tout. On me demande d'être un homme rose puis d'être un homme fort. Là, wow, t'as un peu, là. Ça marche pas, là. Prends 50% des tâches à la maison, mais braille pas, tu sais. Ouais. Puis là, si je braille, écoute, vas-tu être jugé? Tu sais, moi, c'est pas ça qu'on m'a montré. Tout le rapport à la vulnérabilité de l'homme qui est nécessairement associé à son conditionnement, ben lui, ça fait comme pas de sens. Puis, tu sais, moi, je viens... Tu sais, je te donne un exemple. Moi, je viens... bon, je te l'ai dit, là, mon père, ce qu'il a fait. Mais en plus, j'ai été intimidé puis humilié à l'école. Tout mon primaire. Fait que moi, là, ma relation avec les hommes, puis de me montrer vulnérable, moi, c'est l'humiliation qui était associée à ça. Fait que moi, là, ça a fait, plus jamais je vais pleurer. Ce qui a fait que je me suis ouvert, c'était à 40 quelques années. J'ai fait un atelier à ce moment-là avec des hommes, puis j'ai vu d'autres hommes pleurer puis se montrer vulnérables. Là, je dis, hey, ça existe. Chapeau Normand, merci de l'avoir fait, premièrement. Ouais. Ça prend en plus le courage d'aller dans des groupes d'hommes comme ça. Ouais. Ben, oui, puis tu sais, en fait, ce que je me rends compte, France, c'est que puis tu sais, avec les jeunes hommes et avec les hommes de mon âge que je rencontre dans mon bureau, les hommes, on n'a pas nécessairement appris à développer nos compétences relationnelles puis nos compétences communicationnelles. On a mis beaucoup l'emphase sur le travail, les compétences techniques, les compétences autres que ceux-là. Fait qu'on se retrouve dépourvu dans notre capacité à exprimer nos émotions. Puis dans le rapport avec les femmes, parce que là, tu viens de nommer quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est vrai que les hommes sont très orientés, identifiés à leur travail, très peu finalement peut-être à leur réseau social en dehors des sports et des loisirs, parce que des gars, ils ont une gang de gars pour faire du sport puis des loisirs, puis les filles vont développer des relations. Alors c'est vraiment ça, il y a un clash entre les deux là, dans notre génération. Ouais, puis puis je vais faire un lien avec la colère. Ouais. Parce que le rapport à l'émotion, la colère étant une émotion, le rapport à l'émotion pour l'homme, ben lui, il sait pas quoi faire avec ça. Il est pas capable d'identifier son émotion, puis il a de la difficulté à la nommer. Puis en plus, si c'est empreint de vulnérabilité, un peu de peine, un peu de sensibilité, il va s'en couper. Puis son fonctionnement favori à lui, défensif, il va refouler. Il va éviter.
Puis l'émotion, ça sort pas par le bout des doigts, puis ça sort pas par le bout des pieds. Fait que ça s'emprunte dans le corps, ça se construit, cette charge émotive-là. Fait que la colère, s'il y a des frustrations, des manques, puis il en parle pas, ben à un moment donné, il va déplacer cette charge émotive-là, ou ça va sortir de façon inappropriée dans ses relations au travail, puis ça fait qu'il s'occupe pas de ses émotions, son monde émotif, il en parle pas. Parce qu'on lui a pas montré à se montrer puis à exprimer cette émotion-là. C'est tellement juste ce que tu dis. Alors, parle-moi un peu de ce que tu vois dans ton bureau et comment les hommes deal avec ça, Avec la colère, avec la colère. ben ils dealent pas bien, tu sais, ils dealent pas bien parce que c'est comme, tu sais, premièrement, ils se jugent. Puis il y a il y a quelque chose dans notre société avec la colère qui est comme qui a été comme un peu qui est pas sain, je dirais. Tu sais, les femmes, s'ils montrent leur colère, on les traite de crise de folle. Puis les gars, s'ils montrent leur colère, on les traite de violents. Mm. Là, il y a quelque chose à rétablir parce que la colère, il y a tout un pouvoir d'affirmation, il y a toute une énergie dans ça qui nous permet de nous affirmer. La colère nous indique qu'il se passe quelque chose. Exactement. On a une limite, il y a quelqu'un qui en ferait une limite, on a un besoin non satisfait. Fait que, tu sais, les hommes arrivent, puis, tu sais, les hommes arrivent dans mon bureau. Bon, malheureusement, tu sais, moi, je travaille beaucoup avec les dossiers judiciarisés. Okay. Puis j'ai vu depuis 2020, moi, je fais depuis 2014 que je travaille en gestion de la colère, je me suis spécialisé là-dedans depuis 2014, puis j'ai vu le changement sociétal au niveau de la Cour de justice. Quand un homme dans un dossier de violence conjugale, un homme avant payait une amende à une maison pour femmes en difficulté et avait de l'approbation. Depuis 2020-2021, systématiquement, dans des dossiers de violence conjugale, voie de fait, orage au volant, la Cour de justice ordonne des thérapies sur la colère et Dieu merci. OK, parce qu'avant ça, il y avait juste besoin de payer une amende. That's it. On prenait pas soin des hommes. On disait pas aux hommes, hey, t'as un problème, il y a quelque chose, tu gères pas bien, va t'en occuper en thérapie. La Cour de justice ordonne des thérapies sur la gestion des émotions et la gestion de la colère. Mais tu me rassures. Alors, qu'est-ce qui se passe puis comment tu peux les aider? Parce que ça, je te dirais ma définition de la colère. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ben écoute, en fait, c'est moi quand ça s'est arrivé, premièrement, puis malheureusement, il manque de ressources au Québec. Il y en a de plus en plus pour les hommes, mais il manque encore beaucoup de ressources parce que on n'a pas pris cette place-là. On n'avait pas besoin. La société nous disait que c'était correct. On travaille, on amène de l'argent. Tu sais, moi, c'est sûr, quand c'est arrivé, cette situation-là en 2020, je me suis retrouvé tout seul après la pandémie. Puis la pandémie, ça a créé beaucoup de dossiers de violence conjugale. Fait que j'ai décidé de faire une formation. J'ai créé ma formation en ligne. Puis j'accompagne les gens à travers ce processus-là. Puis j'ai créé ma communauté. Donc, j'ai créé un espace pour permettre aux hommes de venir développer leurs compétences relationnelles entre eux. Ben, parlons-en, ta communauté s'appelle la tribu au masculin. Ouais. Puis ton podcast, c'est au cœur du masculin. Alors, tu fais beaucoup pour amener les hommes justement à prendre conscience que cette colère-là, elle va pas justement s'évaporer par miracle au bout des doigts, comme tu as dit. Il faut la gérer parce que sinon, là, c'est comme un presto qui monte, puis qui finit par exploser. Quand ça implose pas, si ça implose, ils se blessent eux-mêmes. Si ça explose, ils blessent l'autre en face. Ce qui fait que c'est un gros dossier à gérer, là. Ben oui, puis j'aime ça que tu nommes ça, France, parce qu'en fait, tu sais, la colère est tournée contre les autres. Tu sais, c'est celle qu'on voit le plus souvent. Mm-hmm. Mais on parle peu de la colère qui est tournée contre soi. C'est ça. Puis là, on se rend dans l'autodestruction, dans la consommation, dans toutes les dépendances, dans le refoulement, on est en train de tourner une colère contre soi. Tu sais, fait que tu sais, c'est de prendre conscience. Puis je sais pas si tu vois en arrière mon check engine. Ben oui, il est à l'envers, un des miroirs, mais oui, je le vois. Ben, tu sais, moi, j'ai une capacité de vulgariser les émotions avec les gars. Puis j'ai mis au point la méthode du check engine, justement. Je t'explique rapidement. Ah, vas-y. Ben, en fait, c'est que les clients arrivaient dans mon bureau puis ils me disaient « Normand, je vais arrêter de réagir. » Je leur disais « OK, ben, je vais te rembourser tout de suite. On est mieux d'arrêter ça ici parce que ça arrivera pas. Tu vas continuer de réagir. Parce que la réaction que tu as, une réaction défensive, c'est une réaction qui est générée par le psychisme qu'on appelle un mécanisme de défense qui provient de l'inconscient. Fait que c'est pas toi, mais
Mais si si tu on pouvais, n'adresse pas l'inconscient, tu vas continuer de réagir de la même façon à chaque fois. ben, si tu peux te servir de ta réaction, comme un témoin lumineux qui allume dans ton auto, qui t'indique qu'il se passe quelque chose. Parce que quand tu roules en auto sur l'autoroute puis le témoin lumineux, il allume, ça te dit, hey, bonhomme, ça flash. Puis là, la boucane, elle sort du capot. Faudrait peut-être t'arrêter. Fait que, tu sais, c'est la même affaire quand je vois que je me mets à lever le ton puis crier après l'autre puis que j'argumente puis ça escalade. OK, mais là, c'est de prendre conscience que je suis en train d'argumenter puis d'escalader, de m'arrêter, parce que sous-jacent, en dessous de ça, de ma réaction défensive, se cache une émotion désagréable. C'est de ça que je me défends. Puis sous l'émotion se cache un besoin. Puis c'est de ça qu'il faut que je m'occupe. Exactement. Puis Mais des les fois, gens, ils restent pris sur l'autre pour qu'ils changent. exactement. Fait que, tu sais, moi, quand j'ai vu ça, puis là, ben, c'est sûr que ça l'a fait boule de neige, parce que là, mes clients, ils me disent, là, normalement, je roule en auto, puis je vois le check engine, puis c'est pas le check engine dans mon tableau de bord qui allume, c'est toi qui est là sur mon épaule, puis qui me dit qu'il se passe quelque chose, tu sais. Fait que, écoute, je trouve ça tellement cute, tu sais, parce que les gars, ça l'a créé une image. C'est l'arrêt d'agir. Mais c'est ça. Ça crée l'arrêt d'agir. OK, il faut que j'arrête, j'argumente. Fait que là, c'est comme, il y a quelque chose qui se passe pour eux qui arrête. Et est-ce que tu utilises un peu les techniques de communication non violente Ben justement ouais. pour apprendre à nommer un besoin, expliquer c'est quoi le besoin derrière la réaction? Tout à fait. Tu sais, je travaille avec l'approche non directive créatrice, mais je travaille aussi avec la communication non violente. Pour OK. moi, c'est comme c'est deux approches qui se ressemblent beaucoup, puis qui me font plein de sens, tu sais. Parce que tu sais, le besoin non satisfait, le besoin, puis je le dis à tes auditeurs, là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. L'autre est responsable à 0% de nos besoins. OK, je suis tellement d'accord avec ça. Puis on est 100% aussi responsable de ce qu'on crée si on l'amène à un autre niveau, là, mais je rentrerai pas là-dedans aujourd'hui, mais on est responsable de ce qu'on crée à partir de ce qu'on émane, de ce qu'on projette. Ben ouais, Alors, tout à fait. Puis tu sais, l'autre favorise notre besoin, il contribue à répondre à notre besoin, mais il est pas responsable. Fait que tu sais, oui, je travaille avec la CNV parce que la CNV, c'est une forme de communication justement non violente, mais qui amène la personne à se responsabiliser, hum, à exprimer ses émotions de façon beaucoup plus on se- responsable, tu ouais, sais, que défensive. exactement. Euh, Je voudrais ben quand ouais. même apporter la nuance que la colère, là, ce n'est quand même pas une exclusivité du masculin, hein. Ça appartient pas juste aux hommes. Je connais plein de femmes qui ont beaucoup de colère également. Et je me souviens aussi qu'à une certaine époque, moi, puis j'enseigne ça beaucoup là, depuis que j'ai laissé la télé puis que j'enseigne à temps plein, je parle souvent de la colère comme d'une énergie de changement formidable si elle est exprimée vers le haut. C'est-à-dire que quand tu la déverses sur l'autre ou que tu l'imploses, c'est sûr que ça va créer des dommages collatéraux. Mais si elle est exprimée vers le haut, donc canalisée, ça va te donner envie de te lever debout puis d'apporter le changement. Est-ce que c'est un peu comme ça que tu le vois? Clairement, t'as 100% raison. C'est, tu sais, moi, la journée, parce que bon, je travaille pas en colère pour rien. Tu sais, je viens de la colère dans mon enfance. J'ai tourné la colère dans la consommation pendant une quinzaine d'années. Puis la journée en 2014, quand j'ai commencé à travailler cette émotion-là, puis toute la capacité d'affirmation que j'ai récupérée, que je récupère encore aujourd'hui, quand j'arrive à voir qu'il se passe quelque chose, puis que la colère se manifeste, parce que la colère se manifeste dans mon corps, comme émotion, ben écoute, il y a quelque chose, il y a tout un rapport à l'affirmation de soi qui va de l'avant, qui fait comme... Puis tu sais, c'est pas de défouler, Hum. c'est de me responsabiliser. Si je suis trop fâché, je vais prendre un pas de recul, je vais me gérer, je vais faire quelque chose, tu sais, mais au moins je suis conscient que, écoute, je suis en colère, non, je suis pas content, puis je vais le nommer, mais ça me pousse à m'affirmer. Absolument. Et si les hommes vont exprimer souvent la colère par soit des gestes brusques ou même violents, les femmes peuvent le faire, eux autres, par la parole, entre autres. Moi, je vais parler pour moi, puisque tu parles de toi. Moi, j'étais la reine de la réplique assassine quand j'étais jeune. Hmm. Et j'avais l'esprit très vif. J'étais quand même, tu sais, bon, j'étais journaliste à l'époque, j'avais une opinion sur à peu près tout. Fait que j'étais capable de te ramasser en une fraction de seconde, tu sais. C'était comme un uppercut qui arrivait sans même que tu le vois arriver, là. Et finalement, un jour, on m'a dit en thérapie, justement,
t'es très réactive. Puis des fois, la réaction, là, passer de la réaction incendiaire à l'action juste, donc de la réaction à l'action, juste, des fois, il y a juste une fraction de seconde à respirer dedans, ou une couple de minutes, ou une couple d'heures. Et quand je me suis mis à pratiquer ça, ça a été une révélation. C'est-à-dire que, OK, là, je vais respirer dedans, puis je vais revenir avec une parole juste, avec une action juste, avec une pensée claire plutôt que de réagir. Puis, en plus, c'était valorisé à une certaine époque, cette forme de réplique assassine-là dans mon milieu à moi. Alors, il y a tout un contexte où est-ce qu'en plus, il faut changer la culture, expliquer que ça n'a pas de valeur, puis que si on veut des relations saines, ça prend un moment de recul. Alors toi, une fois qu'ils ont le check engine, tu leur dis de faire quoi? Une fois que ça s'allume, là. D'ailleurs, il y a France ici qui dit, garde, j'aime bien le témoin lumineux. Alors, ben, tu sais, c'est parce que le déclencheur, j'appelle ça le déclencheur, c'est le comportement ou l'action de l'autre qui m'amène à avoir une réaction défensive. Là, le bout le plus dur, c'est le rapport à l'émotion désagréable. Tu sais, il faut que je sois capable d'identifier c'est quoi mon émotion désagréable. Puis c'est le chemin à faire parce que, tu sais, je prends toujours l'exemple du cellulaire, France. On a tous vécu ça. Ma blonde est sur son cellulaire, je lui parle, je me sens pas. Là, je suis frustré, elle m'écoute pas. Je dis, hey, tu m'écoutes pas, elle me dit oui, je t'écoute pareil, mais je reste frustré puis je m'en vais. Bon, là, je suis là, le check engine est allumé quand je m'en vais, là. Là, je m'en vais, puis je reviens, puis OK, ben là, c'est quoi? Je vis de la frustration. Tu sais, je prends pas de recul, je vis de la frustration, je me suis pas senti écouter. Fait que je reviens dans la relation, je dis, écoute, je vois que mon besoin, hein, sous l'émotion sous-jacente désagréable, il y a un besoin. Fait que je vois que mon besoin, ça serait, tu sais, oui, j'ai besoin que tu m'écoutes. Mais au-delà de ça, je vais préciser mon besoin. J'aimerais ça par le désir. Moi, je dis toujours, le désir, c'est le moteur du besoin. C'est comme un cornet de crème glacée sans boule, le désir. Un va pas sans l'autre. J'aimerais ça que quand je te parle, si c'est possible de déposer ton cellulaire. Dans cet espace-là, l'autre se sent libre de le faire ou non. C'est pas j'ai besoin que tu. Là, je suis en train d'imposer mon besoin à l'autre. Ouais. Dans le j'aimerais ça que tu, il y a toute une liberté où ce que l'autre peut arriver à dire ouais, non, je suis pas bien avec ça. Puis préciser, j'aimerais ça que c'est possible pour toi de déposer ton cellulaire. Fait que là, je suis dans la responsabilité, je laisse l'autre libre, puis j'exprime mon besoin. Fait que tu sais, oui, le check engine, c'est une chose, mais faut pas juste servir de le check engine est allumé ou je vais aller me prendre une marche avec le chien, ça va se passer. Non, ça va revenir. Le déclencheur, là, il va revenir. Il va prendre une autre forme, un autre nom. Fait que tu sais, puis ça revient souvent, mais ça se peut que ça soit éveillé par une zone de sensibilité, une blessure émotionnelle. Absolument. Qui fait que c'est souvent réveillé, tu sais. On pèse toujours sur le même piton, ça devient extrêmement irritant, irritable. Je comprends très bien, mais malgré que aller prendre une marche, des fois, c'est quand même salutaire. Oui. Pour respirer dedans, puis revenir avec les mots justes. Alors, tout est dans le... Tu sais, tout le monde est au courant. En tout cas, je pense que les gens qui nous écoutent, là, pas mal tout le monde connaît la phrase, hein, le fameux « tu qui tue ». On n'utilise pas le « tu qui tue », donc on n'accuse pas l'autre, on parle au « je ». Mais quand on est dans le feu de l'action, là, c'est pas ça qui se passe. Fait que c'est quoi la première technique, là, juste pour pas rentrer dans l'argument, l'engueulade qui va devenir une escalade? C'est quoi la première affaire à faire? Ben, c'est de se voir. C'est de se voir l'un et l'autre. Tu sais, en thérapie de couple, je le dis tout le temps, des conflits, on va toujours en vivre. Donc, c'est d'être capable de se voir et de se le dire pour être en mesure de désamorcer. Pas pour prendre du pouvoir ou du contrôle sur l'autre. Mais, tu sais, puis je suis le premier, puis ma blonde, je sais pas si ma conjointe à l'écoute, mais je travaille en gestion de la colère, puis des fois, je vais lever le ton, puis je m'en rends même pas compte. Exactement. Puis là, ma blonde, elle me dit, là, je vois que tu, pas je sens que tu. Je sens que tu, c'est la seule affaire que tu peux ressentir chez l'autre, c'est son parfum puis sa mauvaise haleine. Fait que je sens que tu, on élimine ça. J'ai l'impression que tu, on élimine ça. C'est de l'interprétation. Ouais, c'est ça. Fait que l'observation, je te dirais que c'est une clé de dire à l'autre, je vois que tu lèves le ton. Je vois qu'on argumente. Je vois qu'en ce moment, on s'entend pas. C'est des faits objectifs. On peut pas dire non. Tu sais, moi, quand ma conjointe me dit tu lèves le ton,
Euh, Tu te mets à crier plus fort, j'ai pas le bouton! ben, en fait, je me vois aller. Tu comprends? Ça fait comme, OK, c'est vrai, t'as raison. Fait que je vois qu'on lève le ton, je vois qu'on argumente, on va arrêter ça là. Alors, c'est l'observateur. C'est simplement une Ben ligne oui, d'observateur. J'observe ça. tout à fait. OK. OK. Mais il y avait quand même un tu, mais finalement, ça faut bien m'amener dire les choses aussi, là. Ouais, c'est ça. Moi, je passe souvent par, là, je me sens pas bien là-dedans, là. On peut-tu en parler? Tu sais, on peut-tu, regarde, je me sens pas bien de la façon que là, on échange. Tu sais, moi, je le mets beaucoup au on. De la façon que ça se passe, de la façon qu'on échange, de la façon que ça se passe, parce que, Ben oui, depuis pas en tout de tu qui tue, là. c'est ça. Ben oui, puis c'est parfait. C'est de trouver son espace, mais d'y aller avec une observation, ça permet de voir que, hey, on est dans un fonctionnement défensif. Exactement. On est en ce moment en train d'argumenter. Tu sais, il y a souvent j'entends souvent ça. Nous autres, faut qu'on règle avant de se coucher. Ça, c'est une croyance limitante. Des fois, il y a des situations ou des sujets faut en reparler 2 puis 3 fois pour clairer le sujet parce qu'on est trop, tu sais, ça réveille quelque chose en nous. Fait qu'on n'est pas capable d'en parler. Faut faire un aller-retour. Tu sais, on n'est pas obligé de parler de ça avant de se coucher. Là. Tu sais, oubliez ça. Là. C'est quelque chose qui est. Tu sais, si vous arrivez à le faire, tant mieux, mais si vous êtes vraiment trop déclenché, attendez, parlez-en Mieux à de un moment dormir donné. dessus parce que la nuit porte conseil. Écoute, Normand, on n'en a pas parlé encore parce que je trouvais ça trop intéressant de donner l'information aux gens qui ont besoin d'outils pour la gestion de la colère, entre autres, présentement. Puis, il y en a de la colère, là. Tu sais, il y a de la colère présentement au lendemain des élections. Il y a la moitié du pays ici au Canada qui est en colère ou en tout cas déçu, définitivement déçu d'avoir perdu ces élections parce que le pays est divisé en deux. La colère, c'est une émotion qui est grandissante présentement. C'est comme s'il y avait des foyers de colère qui arrêtent pas d'être arrosés, tu sais, de l'huile sur le feu à temps plein depuis plusieurs années. Puis on voit ça monter à travers justement l'expression des jeunes qui s'en vont vers l'extrême droite. Bon, il y a tout un contexte politique, là. On n'a pas parlé de toi à travers tout ça. Puis j'aimerais ça qu'on le fasse parce que tu l'as dit tantôt, si tu es en gestion de colère, si tu es devenu thérapeute, il y a un fond en arrière de tout ça. Alors peut-être tu pourrais un peu nous raconter ton histoire pour donner l'espoir que hey, ça se transforme, tu sais. Ben merci, ça me touche que tu me poses la question, tu sais, parce que j'ai un parcours assez particulier, tu sais. Moi, en fait, mon métier de thérapeute en relation d'aide, c'est une deuxième vie. Là. Je suis retraité de mon métier principal depuis 4 ans, mais j'ai travaillé 35 ans pour une grande entreprise au Québec. Que je nommerai pas, mais que j'ai fait une vie ailleurs avant de faire ça, mais ça fait quand même 15 ans que je suis thérapeute en relation d'aide, puis j'ai fait ça pendant un temps partiel avec mon emploi du temps à temps plein. Mais tu sais, moi, je viens d'un milieu dysfonctionnel. Mm-hmm. Je viens d'un milieu où ce que mon père est alcoolique, je suis un modèle 76. Mon père est alcoolique, ma mère était soumise. Mon père était très absent. Mes parents se sont divorcés, moi j'avais 9 ans. Moi, quand mes parents se sont divorcés, la terre a arrêté de tourner. Ça a été le début de la fin. Ma mère a sombré dans l'alcoolisme, polytoxicomanie. Mon père, il s'est désengagé complètement de ses responsabilités comme père. Fait on a souffert. Ma mère était sur l'aide sociale avec 3 enfants. Puis moi, ben écoute, j'ai grandi là-dedans. Puis j'ai commencé à consommer de la drogue, j'avais 12 ans. Oh my God. Fait que j'ai commencé avec le cannabis tranquillement. Puis j'ai évolué dans le milieu de la drogue, de la consommation jusqu'à l'âge de 26 ans. Puis j'ai arrêté de consommer à 26 ans. J'étais sur le crack à 26 ans. J'ai touché le bas fond à 26 ans. J'étais vraiment dans... C'était la mort qui m'attendait, là, tu sais. Je me suis réveillé à l'âge de 26 ans avec cette profonde volonté-là de changement. Et j'ai arrêté de consommer. Puis j'ai commencé mon cheminement personnel à cet âge-là. J'avais 26 ans, puis j'en ai 58. Vous ferez le décompte, là. Mais tu sais, j'ai commencé mon cheminement personnel à partir de cet âge-là. Puis cette quête-là, le rapport à l'émotion, le rapport à la colère, puis tout ça, ben j'ai vu que je l'ai tourné longtemps contre moi. Puis tu sais, j'étais dans une relation toxique pendant 10 ans aussi, je dois l'avouer, où j'ai vécu de la violence conjugale. J'étais victime de violence conjugale, puis comme homme, quand mon thérapeute m'a dit ça la première fois, j'en revenais pas tu sais, il m'a mis un peu comme les yeux d'un trou, là. Puis un mois après, je quittais cette femme-là, mais de prendre conscience que moi, Ouais, je réagissais pareil comme quand mon père, il nous battait, ou il mm, battait un de mes frères, je me cachais en dessous du lit, je me soumettais. Fait que moi, quand que mon ex-conjointe, elle avait des excès de violence,
elle me frappait pas, mais elle avait des excès de violence, elle cassait des objets, elle me traitait de toutes sortes de noms. Quand ça arrivait, ben moi, je me soumettais, j'écrasais. Mhm. Fait que, tu sais, la violence a Et été c'est pas glorieux pour un homme à cette époque-là, non, en plus, de dire que tu es victime de violence, là. non, puis j'ai cheminé, tu sais, depuis ce temps-là, je chemine, puis tu sais, à un moment donné, le rapport à l'émotion, puis ma quête, puis pourquoi, tu sais, je comprends tellement les hommes dans leur difficulté, des fois, à mettre un mot sur une Mm. émotion. Qu'est-ce qu'ils vivent? Ils savent pas. Moi, je me souviens de France, un moment charnière dans ma vie. Ma blonde avait fait une formation, mon ex-conjointe avait fait une formation, elle aussi comme thérapeute. Puis elle me picossait tout le temps en me disant, hey, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu vis? Puis je ne savais pas ce que je vivais. Puis je me souviens d'un moment, j'étais allé dans la chambre de bain, dans mon autre maison, puis je me donnais des coups de poing. Je me trouvais tellement niaiseux sans dessin de pas être capable de mettre de mots sur mes émotions Ah, que ah non, écoute, je te le dis, ça a fait, c'est pas vrai qu'à 40 ans, je vais vivre le reste de ma vie sans savoir ce que je vis. Puis là, je suis parti vraiment, puis j'ai mm. fait ma formation, puis mais j'ai vraiment décidé à partir de cette journée-là de me prendre en main puis de vraiment me responsabiliser par rapport à ce que je vis puis par rapport à ce que je dis. Fait que tu sais, ça a été ma quête là depuis ce jour. Puis aujourd'hui, ben j'accompagne les gars dans ça parce que je trouve ça super important. Puis je vois les hommes aussi quand ils éclairent, quand ils arrivent à mettre des mots, quand tu sais, j'ai des clients, mais j'en ai dans la communauté. Risque, là. Ah, écoute, c'est capoté. C'est tellement beau à voir, France, là. Ah, Puis mais combien ouais. de fois je me suis fait dire par les femmes, un homme, c'est tellement sexy, c'est tellement beau quand ça pleure ou quand c'est vulnérable. Ou... Ben oui, c'est vrai. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Puis je peux dire, je pense en tout cas, j'espère que nos enfants à nous sont un peu épargnés de ça. Moi, j'ai un grand Jack de 6 pieds 2 qui pleure comme une madeleine autant qu'il peut, puis autant qu'il veut quand il est ému. Puis jamais il s'est fait dire à la maison, un gars, ça pleure pas, là. Fait que je pense que nos enfants puis nos petits-enfants vont être épargnés en grande partie de ça. Mais notre génération et celle qui nous suit tout de suite après, là, ont aussi vécu ça. Ton témoignage est extraordinaire, Normand. Merci de nous rappeler qu'au fond du baril, il y a un trampoline. Merci, France. Ben, moi, je l'ai trouvé aussi pour d'autres raisons, là, le trampoline au fond du baril. Il y a Denis ici. Merci, Denis, de ton commentaire. Il dit merci pour ton témoignage. Ça me rejoint. Puis, ça fait du bien que les gars entendent ça. Mais les filles qui nous écoutent, là, puis si vous avez des chums ou des amis de filles qui ont des problèmes avec leur chum, peu importe, faites circuler cette entrevue. Normand, tu prends toujours des clients. Tu es dans la région de Saint-Jean-sur-le-Richelieu, mais on peut te retrouver sur le web et tu le fais aussi à distance sur Zoom. Oui, tout à fait. normandfaubert.com, mon site internet, toutes les informations sont là. Excellent. Merci infiniment pour ton témoignage. Merci d'accompagner les hommes qui ont grand besoin de repères, de modèles. Et je pense que c'est pas nécessairement les Andrew Tates de ce monde qui sont les meilleurs modèles présentement. Alors, merci pour ça. Et merci à vous autres, tout le monde, de faire circuler, de partager en grand nombre. Et on se retrouve bientôt pour un autre visionnaire. Merci, Normand. Merci. Merci, France.